Avec un territoire grand comme 12 fois l'Angleterre, mais paradoxalement une population qui équivaut à peine à la moitié de la seule ville de Londres, le Québec regorge nécessairement de grands espaces inhabités. Des grands espaces qu'on associe spontanément au silence, mais parce que la nature en soi est musicale et parce que le miroir de notre environnement est à quelque part ailleurs habité, porte l'empreinte sonore du folklore de nos cousins éloignés, de nos semblables hors frontières. Et c'est comme ça que l'écho de nos montagnes suggère un tant soit peu naturellement le yodel du Tyrol. Et c'est comme ça aussi que nos grandes plaines nous ramènent à leur façon au chant de Tuva. Et si on peut comme ça percevoir la résonance de nos voisins, c'est parce que notre grande planète est plus petite qu'elle n'a jamais été et que la traînée des avions et le sillon des bateaux se croisent pour dessiner un contrepoint rigoureux, la partition d'une topophonie plus grande que nature. Si vous aimez la philosophie derrière nos topophonies, vous auriez tout intérêt à vous renseigner sur le compositeur et intellectuel français François-Bernard Mage. Il est absolument persuadé, lui, que toutes les expressions musicales, aussi diversifiées qu'elles soient, comportent à tout le moins un minimum d'éléments universels. Mais c'est quand il aborde ce qui est presque universel que ça devient encore plus intéressant. Parce qu'en plus de ce qui est partout et toujours vérifiable, il admet que la musique humaine a toujours été influencée par son écologie. Et comme le biotope et ses manifestations sonores sont au cœur à la fois des prémices de la musique et de ses influences à travers les âges, on peut supposer que deux territoires avec une topographie et un climat semblables vont avoir une culture musicale qui, à cause de cette influence-là, va partager quelques similitudes. On peut d'ailleurs le vérifier quand on regarde comment les compositeurs ont traité de l'hiver à travers le temps. Chez les compositeurs nordiques, comme Sibelius, finlandais, Grieg, norvégien, ou Tchaïkovski, russe, l'hiver est lumineux et féerique, il évoque la douceur de l'enfance, tandis que chez les autres, de Vivaldi à Puccini en passant par Schubert, le froid hivernal, c'est la douleur, c'est l'angoisse, c'est la mort. Mais bon, ça reste une théorie, ça reste une hypothèse qui est à vérifier et c'est exactement ce qu'on se propose de faire aujourd'hui avec notre invité, le nickel-harpiste Jean-François Bélanger, qui, avec son instrument aussi rare que fascinant, va essayer de transplanter ici, aux abords du fjord qui dessine les limites de la magnifique région de Charlevoix, un greffon musical issu des fjords scandinaves. Mais avant de se lancer dans l'expérience, on a d'abord rendez-vous avec notre historienne en résidence, Catherine Ferland, qui va nous en apprendre davantage sur l'attrait qu'a le fjord auprès des voyageurs et sur le rôle que jouait l'écotourisme dans le développement culturel et économique des petites communautés reculées des grands centres, comme Baie-Sainte-Catherine, qui nous accueille aujourd'hui. Par définition, comme tous les autres fjords, le Saguenay a été creusé par l'érosion glaciaire. L'important débit qui résulte des nombreuses ruptures de pente du môle de Kenogami qui se sont alors formées ont vite fait d'ajouter aux Autochtones qui y sont depuis des temps immémoriaux, de même qu'aux agriculteurs et aux forestiers qui ont ensuite colonisé le territoire, des travailleurs d'usines énergivores comme celles des pâtes et papiers et d'aluminium. Et depuis quelques années, ce sont les touristes et les aventuriers qui gonflent la population. Véritable perle de nordicité, le fjord du Saguenay est aussi, sinon surtout, une grande richesse naturelle. En plus des nombreuses espèces marines qui fréquentent ces eaux, dont le phoque, le beluga, le rorqual commun et la baleine bleue qui viennent s'y alimenter, la splendeur de ces grands espaces et la chaleur de ses habitants appellent même au loin ceux et celles qui ont le goût du dépaysement en toute harmonie avec la nature. Un écosystème qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la beauté unique des fjords scandinaves. D'ailleurs, les points de ressemblance que sont leurs fjords époustouflants et la résilience de leur peuple font que des ententes de partenariat ont récemment été conclues entre les agences touristiques de notre fjord et celles des fjords norvégiens. Comme quoi, un instrument de l'Oppland suédois comme le nickel-harpa devrait résonner tout naturellement à Baie-Sainte-Catherine.
Catherine, c'est difficile d'en faire abstraction. Quand on pénètre comme ça la région, on le voit, le territoire, il est accidenté, il est même hostile, même pour nos véhicules modernes. De quelle manière est-ce qu'autrefois, on s'appropriait ces kilomètres-là? En fait, on a la réponse juste derrière nous, Nicolas, c'est le fleuve. Le fleuve qui était un petit peu la colonne vertébrale de tout le territoire. Le fleuve Saint-Laurent, on le sait, qui a quand même, quand on calcule avec les deux rives, à peu près 4000 kilomètres de long. Donc, c'est énorme et ça fait longtemps qu'on l'arpente, ce fleuve-là, en fait, depuis même les ancêtres des Premières Nations. Donc, ça fait très, très longtemps qu'on l'utilise comme une voie de communication, on va dire, naturelle pour la vallée du Saint-Laurent. Mais effectivement, ça va prendre un certain temps avant qu'on voit arriver ce qu'on va appeler le tourisme récréatif. Hein? Donc, vraiment, un tourisme qui va être axé sur le plaisir de se déplacer, qui n'est pas une nécessité. Pour ça, ça va prendre la révolution industrielle, ça va prendre l'arrivée du bateau à vapeur. On est à un moment où la technique est là, donc oui, la vapeur, mais aussi un désir d'évasion qui va s'installer. Parce qu'avec l'industrialisation, on a un paquet de monde qui se retrouve en ville avec une espèce d'envie d'évasion, une envie de retrouver les grands espaces. Hein? Et là, tout à coup, bien, les croisières deviennent possibles et les gens vont embarquer dans ce mouvement-là. Donc, les grands bateaux blancs, c'était comme une sorte de flotte qui amenait comme ça les touristes des grandes villes vers des régions, justement, comme Charlevoix. Et ça a été très, très populaire pendant plusieurs années. Et entre ces grandes villes et ces points de chute-là, pendant le transport, les gens s'arrêtent et il y a tranquillement des infrastructures touristiques qui commencent à apparaître. Oui, tout à fait. Donc, on va voir apparaître des sites de villégiature. Et ça, c'est nouveau pour le paysage ici. Hein? On avait toujours été dans une installation un petit peu plus de type colonial. Là, tout à coup, oui, on va créer justement des hôtels pour recevoir les touristes, des golfs. Donc, on va avoir ce type d'infrastructure-là, le train dont on aura l'occasion de reparler dans un autre épisode. Donc, tout ça va se mettre en place tout le long de l'estuaire, si on peut dire, à partir des grandes villes jusqu'à Charlevoix. Et on va avoir comme ça ces gens qui débarquent de la ville, avides de beaux paysages comme ça, de panoramas, de prendre l'air et tout ça. Et ça va générer beaucoup de circulation dans une ville, dans les villes portuaires et les petits villages portuaires de Charlevoix. Tu évoquais tout à l'heure les techniques. Les techniques n'étaient pas nécessairement celles d'aujourd'hui, pas nécessairement aussi propres. Et donc, tranquillement, il y a des désagréments aussi qui apparaissent avec cette population-là qui se déplace. Oui, forcément, parce que qui dit déplacement de plusieurs centaines de personnes par jour, dit justement, bon, on va dire des déchets et tout ça. Si on se rapporte aux années 1800, c'est pas le même type de déchets forcément que de nos jours. On n'est pas dans les canettes encore ou les sacs de chips, mais il y a quand même des détritus. Il y a quand même on va dire, cette mobilisation-là aussi des populations régionales, parce que ça, c'est important pour ne pas que les villages deviennent seulement on va dire, des zones d'accueil à touristes. On veut quand même préserver l'intégrité de ces villages-là pour que la population soit bien. Donc, c'est important, à un moment donné, de trouver un équilibre et on va se mettre à rechercher, justement, d'autres façons de venir faire du tourisme dans Charlevoix. Et est-ce que c'est cet équilibre-là qu'on appelle l'écotourisme? Effectivement. Ouais. L'écotourisme, ça, c'est un très, très beau concept qui apparaît autour des années 1960. C'est drôle, ça coïncide un petit peu avec le déclin des bateaux blancs. Et là, tout à coup, on arrive avec cette nouvelle perspective-là qui va nous amener à, disons, à réfléchir à une façon plus propre de faire le tourisme, une façon aussi moins invasive pour les populations locales. Donc, c'est vraiment à partir des années 60 et 70 et 80 là, qu'on va mettre en place des infrastructures d'accueil qui sont plus respectueuses de la nature, mais aussi des personnes et de l'environnement bâti également. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. On est quelques siècles plus tard, mais le Saint-Laurent est encore une grande colonne de déversement de touristes. Qu'est-ce qui nous distingue d'un point de vue touristique? Effectivement, le fleuve est une grande vitrine, pas seulement parce que c'est magnifique, mais aussi parce qu'il y a une population animale presque unique au monde. Donc, on parle des grands mammifères marins. L'observation, évidemment, des baleines, par exemple, des belugas, est vraiment une caractéristique très, très typique de la région ici. Et c'est une des raisons majeures pour lesquelles les gens vont d'ailleurs se déplacer. Hein, je pense que les dernières études montraient qu'à peu près le tiers des touristes qui viennent dans Charlevoix, ils viennent exclusivement pour voir les grands mammifères. Donc, c'est pas rien, c'est énorme. Et ça explique aussi le soin qu'on va mettre à orchestrer ce spectacle-là continuel que la nature nous offre, mais on veut pas que ça nuise non plus à l'écosystème. Donc, c'est important de trouver cet équilibre-là. Ah ben là, de parler comme ça de mammifères marins et d'orchestration, ça aurait pas pu être un meilleur lien vers où on s'en va, puisque, à l'embouchure comme ça du Saint-Laurent et du fjord, on s'en va vers les fjords de la Scandinavie avec notre invité, le nickel-harpiste Jean-François Bélanger. Merci beaucoup, Catherine, pour ces informations précieuses-là qui vont mettre en valeur la musique de Jean-François. Toujours un plaisir.
Compositeur et multi-instrumentiste, Jean-François Bélanger a d'abord étudié le violon classique en bas âge avant de se tourner vers la musique celtique et la musique traditionnelle. Captivé, il continue depuis à explorer avec autant d'originalité que de sensibilité les traditions musicales du monde à travers ses compositions raffinées. Également collaborateur prisé, il a participé à plus d'une vingtaine d'enregistrements, notamment avec La Bottine souriante, La Volée de Castor, Yves Lambert et Jean Ticorum. Au cours des dernières années, sa démarche s'est davantage centrée sur les traditions musicales scandinaves. Avec ses vielles à clé suédoises, il a d'ailleurs complété au cours des dernières années un diptyque dont le plus récent volet, Les entrailles de la montagne, qui lui a valu une pléthore de récompenses, s'articule justement autour des forces de la nature. Jean-François, en introduction, je présentais le nickel harpa comme un instrument fascinant, mais un instrument rare aussi. Et de par cette rareté-là, j'imagine qu'il y a des embûches à la découvrabilité de l'instrument. Comment est-ce que c'est devenu ton instrument de prédilection? Comment t'en as fait la rencontre? En fait, ça a été une rencontre discographique en premier. Ça a été comme ça pour beaucoup des instruments que j'ai découverts. Et une fois que j'en ai fait l'écoute, j'ai dit, m'en faut un, absolument. Bon, il n'y en avait pas chez Canadian Tire, effectivement. Alors, c'était toute une aventure pour trouver une association américaine de joueurs, m'inscrire, avoir l'assistance pour trouver un luthier, le choisir, demander mes spécifications. Puis après ça, après 1 an et demi, c'est arrivé par la poste. Il restait la bagatelle d'apprendre à en jouer. Et oui, justement. Et en fait, j'allais dire comment on apprend à en jouer, mais surtout comment ça fonctionne, cet instrument-là. C'est un violon, mais c'est un instrument à clavier en même temps. Oui, c'est dans la famille des vielles. Donc, on est un instrument à cordes avec un archet. La différence principale, c'est qu'il y a beaucoup plus de cordes. C'est pas nécessairement des cordes qu'on va toucher avec l'archet, c'est des cordes qu'on appelle sympathiques. Elles résonnent d'elles-mêmes si on est bien ajusté. Donc, ça amplifie la résonance de l'instrument. Puis aussi, la grande caractéristique, c'est les petites clés de bois. Alors, au lieu de toucher directement avec les doigts, on actionne un petit piston de bois et c'est un petit bout de bois qui touche la corde et retombe par gravité. Il y en a un piston pour chaque note de la gamme. Et par rapport à la versatilité de cet instrument-là, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Est-ce qu'on peut toucher à un peu tout? Tout à fait. L'instrument a été modernisé à partir des années 40, ce qui fait qu'il est maintenant chromatique. Ça veut dire qu'on a toutes les notes. Si on pense à un piano, toutes les notes blanches et noires sont accessibles. Donc, on peut faire le répertoire qu'on veut. Je l'ai essayé dans les musiques d'Europe de l'Est. C'est très intéressant ce que ça amène. On peut l'amener sur le versant de jazz. C'est un instrument qui est très versatile. Il y a une personnalité et elle peut se marier à beaucoup de styles différents. Mais c'est sûr que son endroit de choix reste dans les musiques traditionnelles. Et justement, par rapport aux musiques traditionnelles, et particulièrement aux musiques traditionnelles scandinaves, suédoises, on essaie aujourd'hui de montrer que l'environnement peut influencer un peu la musique, qu'on peut transplanter en quelque sorte la musique des fjords scandinaves jusqu'aux fjords ici du Saguenay. Est-ce qu'il y a une parenté entre la musique scandinave, entre la musique norvégienne, la musique finlandaise, la musique suédoise et notre musique québécoise? Il y a des liens à faire, je crois. D'abord, comme tu le disais bien, on est des peuples nordiques. C'est sûr que ça influence. Quand il y a des pièces plus mélancoliques, je crois que ça vient du territoire, ça vient du climat, ça vient de la latitude que, je sais pas, moi, un Cubain ne pourra pas avoir. Il va avoir autre chose, lui, par contre. Alors, il y a des similitudes comme ça. Et il y a même des liens très directs, là. Une des pièces les plus populaires dans le répertoire traditionnel québécois, c'est le Rille du pendu. On a souvent entendu ça, mais c'est une pièce dont les origines sont le plus probablement norvégiennes. Ah oui? Alors, c'est sûr qu'il y a eu des mélanges qui se sont faits et tout l'effet que peut avoir le territoire sur les ajustements qui vont se faire dans les traditions. Les musiques qui se sont faites au Québec, au Saguenay, ont toutes une couleur unique. Mais c'est sûr qu'il y a un fjord ici, là, il n'y en a pas à Montréal. Là. Alors, les particularités régionales, je suis assez convaincu qu'il y a un lien avec le territoire, avec la géographie. Eh bien, un immense merci pour ta présence. On va pouvoir le valider, ce lien-là, de par le territoire. Donc, en découvrant, évidemment, le nickel harpa, mais aussi les compositions que tu consacres à cet instrument-là. On s'en va t'écouter. Merci énormément. Merci.
En apprenant de la bouche de Jean-François Bélanger que notre rille du Pendu avait ses racines quelque part en Norvège, on a tracé un lien inespéré entre notre fjord et leur fjord. Mais c'est avec sa musique qu'il a véritablement bâti un pont transatlantique, si bien que dorénavant, on pourra dire de Jean-François Bélanger qu'il est certes un excellent compositeur, un excellent instrumentiste aussi, mais l'un de ceux qui a éprouvé la théorie de François-Bernard Mache, un peu comme si une alouette au col était venue chanter dans la forêt charlevoisienne. On espère que ce voyage si loin mais si familier vous a plu et on se dit à très bientôt pour une autre topophonie.